Avant de vous rendre à votre prochaine prise de sang, mesdames, il est essentiel de marquer une pause et de réfléchir. En effet, plusieurs erreurs courantes peuvent fausser considérablement les résultats obtenus. Cela peut, à son tour, retarder l'établissement d'un diagnostic précis ou même orienter le professionnel de santé sur une fausse piste thérapeutique. De nombreuses observations montrent que même des femmes bien informées commettent des erreurs facilement évitables, recevant ensuite des informations alarmantes qui ne correspondent pas à la réalité. Cet article examinera une liste des erreurs les plus typiques commises par les femmes de plus de 60 ans juste avant une prise de sang. Il est à noter que l'une de ces erreurs, la 9e, est méconnue même de certaines infirmières. Procédons à un examen détaillé. La première erreur fréquente consiste à ignorer les consignes de jeûne ou, au contraire, à jeûner excessivement longtemps. Cette erreur est sans doute l'une des plus courantes, surtout chez les femmes âgées dont l'emploi du temps est souvent surchargé de rendez-vous médicaux, de prise de médicaments et de soucis quotidiens. Il est crucial de comprendre pourquoi le respect de cette règle est si important. Plusieurs analyses sanguines, notamment celles mesurant la glycémie, les triglycérides ou le cholestérol, exigent un jeûne strict pour garantir la précision maximale des résultats. Généralement, cela signifie s'abstenir de toute nourriture et boisson, à l'exception de l'eau pure, pendant 8 à 12 heures avant la procédure. Cela semble simple, mais c'est là que réside le piège. Certaines patientes oublient complètement cette condition et s'autorisent, par exemple, une petite tartine ou une tasse de café au lait, ce qui fausse immédiatement les indicateurs. En conséquence, le professionnel de santé, constatant des niveaux élevés de sucre ou de triglycérides, pourrait diagnostiquer à tort un diabète ou prescrire des médicaments inutiles. D'autre part, il y a celles qui jeûnent trop longtemps, par exemple 14 ou même 16 heures, pensant à tort que plus c'est long, mieux c'est. Cependant, un jeûne aussi extrême peut provoquer un stress important pour l'organisme, entraîner une augmentation du cortisol, une chute de la tension artérielle et même un évanouissement pendant la prise de sang. De plus, cela peut perturber temporairement le fonctionnement normal des reins ou modifier l'équilibre électrolytique. Quelle est la solution? Il est impératif de savoir exactement quelles analyses sont prévues. Vous devez absolument demander à votre médecin si un jeûne est nécessaire. Si oui, la période optimale est strictement de 8 à 12 heures. Il est également important de se rappeler que même le café noir et le thé ne sont techniquement pas autorisés si le jeûne vise l'analyse des lipides ou du glucose, surtout avec l'ajout de lait ou d'édulcorants. Seule l'eau pure est permise. La deuxième erreur est liée à la prise de médicaments susceptibles de fausser les résultats de laboratoire. Cette erreur est très insidieuse, et la responsabilité n'en incombe pas toujours aux patients. Souvent, les professionnels de santé omettent de prévenir, et les patients, à leur tour, oublient de poser la question. Beaucoup ignorent-ils que certains médicaments et compléments alimentaires très courants peuvent influencer considérablement la précision des analyses sanguines? Prenons l'exemple de la biotine. Cette substance est souvent présente dans de nombreux compléments destinés à améliorer l'état des cheveux, de la peau et des ongles. À première vue, elle semble totalement inoffensive. Cependant, la biotine affecte les résultats des analyses des hormones thyroïdiennes, créant parfois une fausse impression d'hypothyroïdie ou, plus dangereusement, d'un dosage incorrect de médicaments, alors qu'en réalité l'état du patient est normal. Les anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène, peuvent fausser les indicateurs de la fonction rénale. Les stéroïdes peuvent provoquer une augmentation de la glycémie et du nombre de globules blancs. Les diurétiques peuvent perturber l'équilibre du potassium, du sodium et d'autres électrolytes essentiels. Même un élément apparemment inoffensif, comme les suppléments de vitamine D, peut entraîner un niveau de calcium faussement élevé, s'ils sont pris juste avant la procédure. La difficulté est que de nombreuses femmes ne considèrent pas les vitamines comme de véritables médicaments. Cependant, le corps humain ne fait pas de distinction. Tout ce qui est ingéré influence les processus biochimiques internes. Que faut-il faire? Il est impératif d'informer votre médecin traitant et le professionnel effectuant la prise de sang de tous les médicaments que vous prenez. Cette liste doit inclure les médicaments sur ordonnance et en vente libre, les préparations à base de plantes, les vitamines et compléments alimentaires, diverses poudres, thé, huiles, et même les huiles essentielles si elles sont ingérées. Dans certaines situations, il peut être nécessaire d'arrêter temporairement certains compléments 24 à 72 heures avant l'analyse. Il faut toujours vérifier cette information à l'avance, sans se fier aux suppositions. La troisième erreur est une consommation insuffisante de liquide. Imaginons une situation typique. Une patiente arrive pour une prise de sang tôt le matin. Elle a respecté le jeûne, sans manger ni boire pendant 10 heures. L'infirmière pose un garrot sur l'avant-bras, mais il est difficile de trouver une veine appropriée. Elle essaie sur l'autre bras, tapote la paume, essaie de réchauffer la peau. Mais le résultat reste le même. Quelle en est la raison? La réponse est simple, le corps est déshydraté. Les femmes âgées sont particulièrement sujettes à une légère déshydratation.
Même sans sensation de soif, avec l'âge, les signaux indiquant le besoin d'eau s'émoussent et la peau et les veines perdent leur élasticité d'antan. Cela complique considérablement le processus de prélèvement sanguin pour les phlébotomistes et pire encore, peut affecter la fiabilité des résultats obtenus. En état de déshydratation, le sang devient plus concentré. Ce phénomène peut entraîner une augmentation fausse des niveaux d'hémoglobine, d'hématocrite et d'électrolytes. Même les marqueurs de la fonction rénale, tels que la créatinine et l'urée, peuvent sembler pires qu'ils ne le sont en réalité, uniquement en raison du manque de liquide dans le corps. La solution à ce problème est extrêmement simple. À moins que le médecin traitant n'ait donné une instruction directe de s'abstenir de liquide, ce qui est extrêmement rare, il est recommandé de boire 1 ou 2 verres d'eau environ 1 heure avant l'analyse. Il ne faut pas boire trop de liquide pour éviter de surcharger la vessie, mais suffisamment pour hydrater le système et assurer le remplissage des veines. Et oui, il s'agit exclusivement d'eau, pas de jus, pas de café, seulement de l'eau potable pure. La 4e erreur courante est l'exercice physique intense la veille de l'examen. Bien sûr, l'activité physique est bénéfique pour la santé. Chaque professionnel de la santé souhaite que ses patients âgés restent actifs quotidiennement. Cependant, il est absolument déconseillé de faire une séance de musculation complète la veille d'une prise de sang. Pourquoi? Parce que lors d'exercices physiques intenses, surtout de musculation, des microdéchirures se produisent dans les tissus musculaires. C'est un processus naturel, nécessaire à la croissance musculaire. Mais cela entraîne également une augmentation de certains marqueurs sanguins, notamment la créatine kinase, CK, les enzymes hépatiques comme l'ALT, et même la lactate déshydrogénase, LDH. Si un examen est effectué pour la fonction hépatique, les maladies cardiaques ou les pathologies musculaires, ces marqueurs peuvent provoquer une fausse alarme qui ne correspond pas à l'état de santé réel, mais simplement le résultat de la récupération du corps après l'entraînement de la veille. Et si la patiente est déjà sujette à des douleurs ou a été diagnostiquée à tort avec une inflammation ou une fibromyalgie, ces faux positifs peuvent entraîner une inquiétude inutile ou même la prescription de médicaments superflus. Qu'est-ce qui est considéré comme sûr? La marche légère, les étirements modérés, le yoga et d'autres activités de faible intensité. Cependant, il faut éviter de soulever des poids, les longues randonnées ou toute activité physique intense au moins 24 à 48 heures avant l'analyse, surtout si les indicateurs hépatiques, musculaires ou inflammatoires sont vérifiés. La 5e erreur est de se présenter à la procédure dans un état de peur ou de forte anxiété. Abordons maintenant un aspect qui n'est pas mentionné dans les instructions d'analyse, mais qui influence absolument les résultats: l'état émotionnel du patient. Lorsqu'une personne arrive à la clinique en hâte, stressée ou essoufflée, son corps passe en mode combat ou fuite, ce qui provoque une libération d'adrénaline et de cortisol. Cela peut temporairement augmenter la glycémie, légèrement élever la tension artérielle, modifier le nombre de globules blancs et même affecter le niveau des hormones thyroïdiennes ou la fréquence cardiaque. À titre d'exemple, une patiente est arrivée en retard à la clinique, agitée par les embouteillages et anxieuse à l'idée de l'aiguille. Ces résultats ont montré des niveaux élevés de cortisol et de sucre dans le sang. Une semaine plus tard, la même analyse, mais dans un environnement calme, a démontré que tous les indicateurs étaient revenus à la normale. Si l'on doit consacrer du temps et des efforts aux analyses, il faut le faire correctement. Il est recommandé d'arriver en avance. S'asseoir calmement 10 à 15 minutes avant la prise de sang. Respirer profundament. Ne pas consulter son téléphone en lisant des nouvelles de santé effrayantes. Il faut laisser le corps se calmer. On peut imaginer cela comme l'étalonnage d'une balance. L'objectif est de mesurer l'état du corps et du sang dans un état initial, calme, et non en mode panique. La 6e erreur est de ne pas demander quel test nécessite une préparation spéciale. Beaucoup de femmes âgées croient à tort que toutes les analyses sanguines se déroulent de la même manière. Il suffit de retrousser sa manche, de donner son sang et d'attendre les résultats. Cependant, il faut comprendre que certaines analyses exigent un moment très spécifique, une préparation particulière ou un ajustement de la prise de médicaments, et ignorer ces étapes peut complètement fausser les données obtenues. Examinons quelques exemples. Glycémie à jeûne ou lipides. Oui, un jeûne est requis. Hormones thyroïdiennes. Le jeûne n'est pas obligatoire, mais l'heure de la journée est importante, idéalement tôt le matin. Analyse du fer. Il est préférable de les faire le matin et de préférence pas immédiatement après la prise de suppléments de fer. Niveaux hormonaux. Il est nécessaire de signaler si la patiente suit ou non une thérapie hormonale substitutive. Cortisol ou ACTH. Ils doivent être prélevés à une heure strictement définie, généralement entre 7 h et 9 h du matin, en raison des fluctuations circadiennes naturelles. Parathormone et calcium ne doivent pas être vérifiés immédiatement après la prise de vitamine D ou de calcium. L'erreur que commettent les femmes est de supposer que le laboratoire sait automatiquement quoi faire.
Mais si le médecin traitant n'a pas donné d'instructions claires sur l'ordonnance ou si la patiente n'a pas demandé de clarification, elle peut jeûner inutilement ou, au contraire, ne pas jeûner quand c'était vraiment nécessaire. Que faut-il faire avant de consulter le médecin? Il faut contacter la clinique de votre médecin traitant ou directement le laboratoire et poser la question « Y a-t-il des instructions spéciales pour ces analyses ?» Cet appel ne prendra qu'une minute, mais garantira la précision des résultats obtenus. Ne vous fiez pas au hasard. Chaque patient mérite d'obtenir des données fiables. La 7e erreur, consommer de l'alcool la veille au soir. Le but de ce récit n'est pas de juger les habitudes nocturnes de quiconque. Un verre de vin au dîner est tout à fait courant. Cependant, si une prise de sang est prévue le lendemain matin, il faut s'abstenir complètement d'alcool la veille au soir. Point final. Pourquoi? L'alcool, même en petite quantité, peut augmenter le taux de triglycérides, augmenter temporairement les enzymes hépatiques comme l'ALT et l'AST, provoquer une déshydratation, abaisser la glycémie, surtout chez les patients prenant des médicaments contre le diabète, et interférer avec le métabolisme des médicaments, conduisant à des résultats de laboratoire trompeurs. Supposons qu'une analyse de la fonction hépatique soit effectuée. Si 2 verres de vin ont été consommés la veille au soir, les enzymes peuvent être élevées, ce qui déclenchera une série d'analyses répétées, d'échographies et d'inquiétudes inutiles. Pire encore, si la patiente est examinée pour un syndrome métabolique, ce verre de vin peut faire en sorte que les indicateurs de glycémie et de lipides semblent pires qu'ils ne le sont en réalité. La recommandation est la suivante. Évitez la consommation d'alcool au moins 24 heures avant le prélèvement sanguin et idéalement 48 heures si possible. C'est un petit sacrifice qui permet d'obtenir des résultats clairs et honnêtes, reflétant le véritable état de santé et non les conséquences d'une soirée. La 8e erreur, porter des manches serrées ou des vêtements difficiles à retirer. Il peut sembler que le choix des vêtements n'a pas d'importance lors d'une prise de sang, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. En travaillant dans les cliniques, on observe constamment la même scène. Des femmes en chemisier à manches longues et poignets serrés ou en cardigan superposés sur des cols roulés luttent pour exposer leurs bras. Certaines ont même dû se déshabiller complètement dans le minuscule fauteuil de prélèvement. D'autres retroussent leurs manches, si fort que cela coupe la circulation. De telles situations entraînent des retards et augmentent l'anxiété des patients. Parfois, cela limite le choix du bras pour le prélèvement, surtout si la patiente a froid ou si les vêtements restreignent les mouvements. Le phlébotomiste a besoin d'un accès facile à la zone du pli interne du coude, appelée fosse cubitale. C'est là que se trouvent généralement les veines les plus appropriées. Et si cet endroit n'est pas facilement accessible, cela peut entraîner une prise de sang douloureuse ou des piqûres multiples. Le conseil est simple. Portez un t-shirt ample à manches courtes ou un cardigan qui s'ouvre sur le devant. Assurez-vous que les vêtements permettent un accès rapide et facile aux 2 bras. Des vêtements confortables contribuent à un processus plus fluide et à des résultats plus rapides. La 9e erreur, ne pas mentionner la ménopause ou la thérapie hormonale. Cette erreur est souvent négligée, même par le personnel médical. Le statut hormonal de la patiente affecte les résultats des analyses sanguines plus que la plupart des femmes ne le réalisent, surtout avec l'âge. Si une femme est post-ménopausée ou suit une thérapie hormonale substitutive, THS, il est crucial que son médecin traitant et le laboratoire soient informés de cette information. La raison est la suivante. La thérapie estrogénique influence le taux de cholestérol. Les femmes sous THS ont souvent des niveaux plus élevés de HDL, le bon cholestérol, et des niveaux plus bas de LDL. Mais si cette information n'est pas notée, le médecin peut croire à tort que les résultats sont exceptionnellement bons ou que les médicaments prescrits fonctionnent, alors qu'en réalité c'est l'effet des hormones. Les niveaux de FSH et de TLH, utilisés pour évaluer la ménopause ou la fertilité, ont une signification complètement différente selon que la femme prend des hormones ou non. Même les analyses de la fonction thyroïdienne peuvent dépendre légèrement du niveau d'estrogène en raison du comportement des protéines de liaison à la thyroïde. Il y a eu un cas où une patiente a été référée à un endocrinologue en raison d'un niveau anormal d'estrogène, pour découvrir plus tard qu'elle utilisait toujours un patch transdermique d'estrogène, dont le laboratoire n'était pas informé. Par conséquent, il faut toujours mentionner si une femme est ménopausée, si elle prend un THS, si elle a récemment arrêté un THS, si elle utilise des patchs, des crèmes ou des comprimés d'estrogène ou de progestérone. Même si cela semble sans importance, il est préférable de fournir un tableau complet. Les analyses sanguines n'existent pas dans le vide. Le contexte est primordial. La 10e erreur. Partir immédiatement après la prise de sang sans vérifier les détails importants. La procédure de prélèvement sanguin est terminée. Les tubes sont remplis et la patiente est prête à quitter la pièce. Mais il faut attendre, car c'est à ce stade que de nombreuses erreurs se produisent souvent. Trop de femmes partent sans clarifier certains détails clés. Les bonnes analyses ont-elles été effectuées? Parfois,
Le personnel du laboratoire oublie de prendre l'un des tubes commandés ou une analyse est omise en raison de contraintes de temps. Suffisamment de sang a-t-il été prélevé? Certaines analyses nécessitent un volume spécifique. Si trop peu de sang est prélevé, l'échantillon peut être rejeté plus tard, et la patiente devra revenir pour une nouvelle procédure. Ont-ils correctement étiqueté les échantillons? Les erreurs arrivent. C'est rare, mais il y a eu des cas où des échantillons mal étiquetés ont conduit à de graves malentendus. La patiente sait-elle comment et quand elle recevra les résultats? Son médecin traitant l'appellera-t-il? Doit-elle vérifier elle-même les informations sur le portail médical? Doit-elle prendre un nouveau rendez-vous? Et cette partie est particulièrement importante pour les femmes âgées. Si la patiente est sujette au vertige, aux évanouissements ou à une tension artérielle basse, il ne faut pas se lever et quitter immédiatement la pièce. Il faut s'asseoir calmement, boire de l'eau. Il est impératif d'informer le personnel médical si l'on se sent faible. Une fois, une femme âgée a quitté la clinique trop hâtivement, a trébuché sur le parking et s'est retrouvée aux urgences non pas à cause de l'analyse de sang elle-même, mais parce qu'elle s'était levée trop vite à jeun. La morale de cette histoire est la suivante. Agissez sans précipitation. Posez des questions. Confirmez toutes les informations. La santé du patient vaut quelques minutes d'attention supplémentaire.